Salut les farouches! Nous revoici avec un deuxième épisode de Best of, cette fois avec les meilleurs moments de nos invités. Parce qu'on a reçu tellement des invités hot à Farouche pour la première saison. Je dirais même que des invités hot. C'était exceptionnel, mois après mois, invité après invité. On est pas mal fiers. Puis là, il y a tellement des belles discussions qu'il y a eu au fil du temps qu'on s'est dit pourquoi pas isoler quelques moments par épisode, par invité, puis vous faire un petit ramassis de tout ça. Ben oui, si jamais vous voulez, peut-être ça va vous inspirer, genre des petits fan art, là, vous allez nous envoyer un dessin de Léa Streliski qui chiale sur le milieu de l'humour. On aimerait ça C'est le notre voir, rêve un ça. petit peu. Mais peut-être ça va vous inspirer. On sait autant des discussions qu'on vous invite à aller réécouter au complet, évidemment. Mais si vous avez un petit bout à écouter, c'est celle-là. Oui, on trouvait que c'était les meilleurs moments. Peut-être des fois hors contexte, hein? Fait que poursuivez-nous pas en diffamation. On n'a pas d'argent, on est des artistes. Et si jamais vous voulez encore connaître nos nouvelles invités fantastiques qu'on va avoir pour le premier épisode de la saison 2, ça se passe le jeudi 10 octobre à l'Arcade Zéro Déchet. Les billets sont déjà dans la bio, dans nos réseaux sociaux, ils sont déjà partout. Oui, puis c'est un peu pour ça qu'on fait ces épisodes de best-of pour vous laisser languir, là, pour vous donner le goût de repartir la saison 2 avec nous. Fait que toutes les infos sont sur nos réseaux sociaux. Surveillez de près comme ça, vous n'allez rien manquer. Puis, bon épisode, tout le monde! On est des femmes libérées, des féministes frustrées, des mises en brisées, des mal baisées. On aime pas s'épiler, on est entêtés. Oh yeah! Un peu sauvage chez bar, on fait ce qu'on veut notre corps. On est farouche. Approche-toi pas. Épisode 2, Léa Streliski et Daphné Les Tourneaux. Ça me rappelle la fois où est-ce que je m'étais obstinée avec Mathieu Cyr en ondes parce que j'arrivais pour montrer une étude qui était sortie dans la presse qui disait que dès la sortie de l'université, les femmes sont moins payées que les hommes. Puis ma prémisse à la radio, à l'émission à laquelle je participais, c'était, ben tu sais, moi, je viens d'un milieu très masculin qui est l'humour, qui est un boys club. Puis ça, c'était juste la prémisse, là. Je m'en allais vers l'étude, là. Je voulais pas parler de la prémisse, parce que c'est ça, c'était une prémisse. Mais il s'est mis à... Il m'a corrigé, il m'a interrompu pour me dire que l'humour, c'était pas un boys club. Puis là, il a fallu que je passe toute ma chronique à y expliquer pourquoi je trouvais que c'était un boys club. Puis là, j'ai pas pu parler de l'étude qui disait que les femmes étaient payés moins. Mais c'est une bonne technique. Mais j'étais fâchée, gang. Ouais. Puis Ben s'il écoute votre podcast, il va le savoir, il va s'en souvenir que j'étais fâchée. Ah oui, alors... C'était en ondes. Pour les gens qui ne savent ondes. pas qui est Mathieu Cyr, c'est un humoriste qui est là depuis plusieurs années, qui prend souvent la parole, j'ai envie de dire, à travers son chapeau. Et si vous allez faire un tour sur notre compte Pas de filles sur le pacing, il nous a trouvés. Et il nous a fait grâce de son opinion à quelques reprises. Oui, j'ai pas vu passer Vous irez lire ça, c'est divertissant. Un bon fil dans une cinquantaine de commentaires, Ben, là, c'est ça, je vous dirais, c'est ça. là, où Puis il nous explique pourquoi on n'a pas raison. Mais oui, mais il fait de la douance. C'est vrai, c'est... Oui. Non, mais puis je dis pas Il que ça était veut, diagnostiqué ça veut tout. pas dire qu'il y a pas des hommes qui souffrent en humour parce que c'est pas facile de faire de l'humour, Ouais. mais de là à dire que ce milieu-là a pas été pensé, conçu, produit, imaginé, payé, je veux dire chié par des hommes à un moment donné, c'est comme tu peux pas m'obstiner là-dessus. Non, mais lui, il était vraiment clair dans C'est pas possible, là. Ouais, il était vraiment convaincu de son affaire. Puis, à un moment donné, tu sais, il s'obstinait. Tu sais, nous, on n'a pas embarqué trop, mais il y a des de nos abonnés qui s'obstinaient avec lui. Puis là, quelques jours après, il est revenu quand ils ont annoncé que le Gala des Oliviers cette année serait animé par 2 femmes, Sylvie Tourigny puis Cathy Gauthier. Encore une fois, parce qu'il y en a une seule, ils peuvent pas le faire, non, c'est pas vrai. Puis, Ça prend 2 femmes. Fait que là, il était comme Mais là, c'est un boys club. Je hein? sais, mais c'était ça son point. Que Non, mais- nous, on avait plus d'opportunités maintenant. Ouais, franchement. Mais je veux dire, OK, fine. Imagine que sur un pacing, on a besoin d'une femme parce que là, ils ont peur de se faire chicaner parce que, tu sais, là, ça prend une femme. OK, imagine que cette femme-là prend la job d'un gars. On va dire, OK? Je veux dire, c'est assez limité. Mais j'étais comme, mais Mathieu, qui tu penses a dû, en plus d'écrire des jokes, se battre pour que ça arrive? Ouais. Qui tu penses a dû Exact. passer son énergie pendant qu'il torchait des petits cacas de couches, puis comme qu'il réfléchissait à ses affaires, puis qu'il fallait qu'elle ait des conversations avec d'autres femmes, puis qu'il montait au bûcher, puis qu'il disait comme là, gna gna gna. Qui tu penses a fait ça pour que justement on ait une place sur le pacing pendant que toi tu fais te pogner oui. le Il manquait mec? tout.
C'est devenu un podcast Anyways. pour Mathieu Cyr. En Non, fait, mais on l'a c'est pas dit, pas- mais... Non, mais c'est vraiment pas contre lui directement, parce que là, je me sens mal, mais parce Non, que, non. genre, c'est at Non, non, large. c'est- c'est ouais, ça. Non, non, mais ce qui était drôle de, Anyways. de cette envolée qu'il a faite de comme, ah oui, c'était Catherine Levac l'année passée, puis là, c'était Sylvie Tournier puis Cathy Mais Gauthier. ça fait 200 000 ans. Ben, que c'est déjà, pas elle. ça faisait Déjà, 22 ans Ça que fait votre 200 femme. 000 ans. Et c'est à cause de... C'est grâce à Emna. C'est que moi, je suis sur le CA qui décide de qui anime les Oliviers. Puis moi, Bon. j'ai dit au monde dans le CA cette journée-là, je pars pas du site tant que c'est pas une femme qui anime l'année prochaine parce que Catherine Levac était Ça pas arrive disponible. jamais. Ouais. Ça arrive jamais. Fait qu'il est comme, ah ouais, non, c'est ça, là, vous voyez que ça va bien. Ouais, c'est parce qu'il y a des femmes en arrière qui pleurent. Ben, c'est Puis- ça, que c'est Ben tough, oui. puis qu'il faut se battre pour faire ça. Puis pendant qu'on fait ça, on n'écrit pas des jokes. Exact. Ben oui, exactement. L'année c'est pas prochaine, de ça va bien. s'appeler les olives, parce que j'ai décidé. Ça s'appellera pas les olives. J'amène Je ça à mon partirai pas prochain d'ici CA. tant que ça s'appelle pas les olives. J'adore. Oh yeah! Épisode 3, Inès Talby et Julie Fortin. Tu sais, quand c'est toi qui es en charge, puis là, tu demandes une question très claire, tu sais. Puis qu'on fait, il est où ton boss? Ah ouais, je T'es fait, c'est ça. Fait que c'est ça, c'est moi. Non, mais tu maman. non, mais je veux dire, Mais tu le remets à sa place. Je le pas remets à sur moi. sa place. J'ai eu un moment colère pendant des années. Maintenant, je rentre dans la blaguette et ou de répéter un peu de la même manière de oui, il est où ton boss? Mais il y a quelque chose de parce que juste la colère, ça nous ramène aussi à bon la petite madame La petite madame t'es frustrée. émotive. Puis quand tu restes assez calme puis que tu fais une blague puis que il y a comme quelque chose où est-ce que limite ça les déstabilise C'est plus. vrai. Puis tu fais est-ce que tu as des questions à me poser parce que clairement tu es déstabilisé par ma position, mon âge, mon genre. Y a-tu des questions que tu veux me poser pour te tu sais, mettre plus à l'aise? Wow, Tu je veux-tu note mon- ça. Non, mais pour vrai, ça déstabilise plus. Fait que je pense que mon rapport au mansplaining il est assez différent. Puis mon meilleur ami me mansplain au quotidien. Je travaille sur un show, puis la DT, c'est une fille extraordinaire qui est capotée, qui mesure 5 pieds... 80 livres, là. Capotée, super efficace. Puis là, on sort un énorme légaré tu sais, de la salle du théâtre, la Maison Théâtre. Un sur légaré, Ontario. c'est un camion. C'est un Un gros gros camion camion de de location. tournée où est-ce qu'on met tous les décors et tout ça. Puis il faut qu'elle sorte par reculons du Ah, garage. ça, c'est difficile. Ah, ouais. Puis là, c'est l'hiver, il y a de la neige. Puis là, c'est sur Ontario. Puis là, tu sais, il y a la piste cyclable, je sais pas quoi, tu sais. Moi, j'attends qu'elle recule pour pouvoir monter. Puis on s'en va après, tu sais, elle recule. Je rentre dans le char avec elle, puis on s'en va. No joke. 3 monsieur. Ah. 3 monsieur, un après l'autre, qui s'arrêtent. Qui s'arrêtent. Des messieurs dans leur char. Ils voient la petite fille. Non, à pied. À pied, oui. Ils voient la petite fille. Ça se croise les bras. Oh non! Ça se met le poids plus sur une jambe que l'autre, là. Si vous comprenez c'est ça? Ça recule un peu, là, ça check la passe. Et... Oh non! Puis là, moi, je suis là, j'attends, puis tout va bien, là. Elle recule. Tout, tu sais, ça va, elle check, l'angle mort. Elle a fait sa petite job qu'elle fait à tous les jours. Puis eux sont là, un, deuxième, troisième. Elle réussit. Oui. Tu sais, c'est un peu rochant. Il y a comme un genre, tout d'un coup, il y a un public. Elle réussit, puis ils sont comme... Ah! Mais c'est vrai qu'il y avait de la place. Ils ont commencé à se jaser. Les 3 bonhommes ont commencé à se jaser pour se rassurer de finalement, au début, elle n'y arrivera pas. Ouais, elle était arrivée parce que, ouais, ben dans le fond, tu sais, c'était fou. Ils se sont Wow. comme parlé pour être comme. Elle a C'était été pas si capable parce que difficile c'était que ça. facile. Parce que normalement, elle n'aurait pas été capable sans nous autres. Oui, mais les femmes c'est fascinant. reculer en char ou se stationner en parallèle, ça, on dirait que comme ils arrêtent ce qu'ils font, ils ont comme un radar, puis là, ils viennent comme we must, on Mais doit ils l'aider. viennent autour de nous, comme Ouais. quand ils sont autour d'un barbecue. Des fois, là, tu sais. les là, ça bras check. croisés, ça bête Tu sais, ça chauffe, là, ça fait sa vie, là, la petite boulette, puis il check ça. Mais c'était vraiment ça, là, il checkait Ah, Dominique quelle horreur. reculer. C'était fascinant. C'était vraiment Wow. fascinant. Fait que ça, c'était un beau moment. Puis j'aime beaucoup, un peu comme l'idée de Liz Plank, là, de parler de la masculinité toxique, mais avec bienveillance, là, de faire pourquoi ça existe. Ça s'est intégré de plus en plus dans ma vie, puis je trouve ça intéressant, tu sais, comme d'apporter des sujets, des fois, sur la table avec des gens qui sont pas habitués de les entendre, puis à la place de faire c'est tabou, de faire, maintenant, je vais en parler, puis souvent, les gens, ils savent juste pas. Ils sont comme, ah oui, hein, c'est ça que vous vivez. Puis de faire, oui, puis parlons-en. Parce que c'est sûr que si on fait juste parler en vase clos, il y a plein de... Donc, tu sais, de parler avec les hommes des situations, tu sais, de faire comprendre aux gars que, oui, toutes les filles ont déjà mis les clés dans leurs mains, tu sais,
pour traverser la rue. On a toutes déjà eu peur de marcher dans la rue. On a toutes déjà eu peur dans un bar. Tu sais, comme peut-être c'est plate, des fois, peut-être qu'il y a du monde qui me trouve plate d'emmener ça comme dans un souper léger. Mais tu sais, des fois, c'est le fun de faire... Une amie a besoin d'un tampon, de sortir le tampon puis de lui donner, tu sais. En général, les gars s'en calissent du tampon. Tu sais, ils sont pas gênés par ça. C'est vraiment toutes des affaires aussi qu'on s'est construit. Puis moi, c'est ma façon de vivre mon féminisme et aussi à l'intérieur de moi, de briser mes propres tabous puis mes propres peurs comme femme. Là. C'est large, mais je trouve qu'on est dans un pays, ou en tout cas, du moins, une ville qui nous permet de pouvoir être féministe. Mais je suis pas anti-homme, là. Au contraire. Non, mais, on n'est pas mis en not all men. Non, mais pour vrai, je pense que je suis pro-humain, comme limite trop. Là. J'ai vraiment un infini amour, ou en tout cas un espoir que l'être humain, en général, peut être quelqu'un de fucking cool, en fait. Mais tu sais, qu'on part pas toutes les mêmes bases, puis qu'on a chacun nos traumas qui font qu'on est qui on est. Là. Mais ouais, je suis plus dans l'énergie de temps d'envoyer chier, sauf une fois, dans la rue, un garçon marchait derrière moi, là, comme quelques années. Puis je me suis retournée, puis j'ai vraiment crié très, très, très fort en faisant... Parce que je comprenais que le gars, il était un peu comme en mode ça l'a fait peur. Je savais qu'il était... Je sentais que c'était pas un danger, mais qu'il gossait. Ouais. Puis je me suis retournée, puis j'ai crié vraiment fort en faisant « Tu comprends pas comment c'est intense! » Puis finalement, on a eu une discussion. Ouais, parce que là, il a fait « Hey man, relax! » Puis j'étais non, tu ne comprends pas, mettons, moi, ce que ça me fait. J'ai peur que tu me violes, man. C'est ça qui arrive. Puis toi, si tu trouves ça drôle, puis t'es comme, mais non, mais c'est juste que là, on n'a pas à toujours traverser... Oui, pas parce que on te diminue, parce que j'ai peur. Fait que là, par respect, tu sais, tu fais juste, hey man, je vais pas la rusher, je vais aller de l'autre bord. Tu sais, par société, comme on est ensemble, puis on fait ça ensemble. J'ai toujours... Puis je suis marquée parce que ça a fini par une discussion de « Ah ouais, man, je savais pas que c'était aussi rochant. » Tu sais, puis c'était vraiment un douche, là. C'était vraiment un douche, là. Tu sais, T'en as rescapé un. Mais après ça, il y avait plein d'autres affaires, probablement. Mais juste d'avoir finalement la discussion qui fasse que, genre, ils comprennent que c'était pas juste drôle. De voir une fille paniquer puis d'aller plus vite, là, c'est pas drôle. Ouais, c'est ça, s'ils comprenaient tout ça, on n'en serait pas là. Oh yeah! Épisode 4. Anne-Sara Charbonneau et Noémie Leduc-Roy. On a une question. Est-ce qu'on a déjà attribué un de vos comportements à votre cycle menstruel? On veut des noms. Ben oui, là, ben moi, mon père et mon frère, dès qu'on était genre, on critiquait un peu un comportement X, c'était comme « Ah, t'es dans tes crottes! » Il appelait ça des crottes! Oh, ils pensent que ça sent par les fesses. Oh. Ils n'ont rien compris. Ouais. Fait que tout comportement émotif ou genre... dès qu'il y avait des larmes, là, c'est Ça comme ne peut « Ah, pas t'es être dans tes valide que tu sois fâché ou triste, je comprends. En même temps, souvent, quand. Ben, je sais pas. Tu sais, souvent, quand t'es menstruée. J'ai la diarrhée. Bon, parfait. On voulait juste mettre ça au clair. Merci. Dans le fond, ton père, ton frère, super woke. Délicat des diarrhées. avait un peu raison. Fait que c'est un peu être dans ses crottes. Un peu. Moi, je suis fan des serviettes sanitaires réutilisables. Mais les bobettes, je l'ai pas essayé. Ma blonde, elle aime bien. Fait que shout out les bobettes menstruelles. À Blanche. Yes. À Blanche. C'est bon. Shout out à Blanche. Mais mettons pas vos musts, mettons pour les règles directement, mais genre, mettons, est-ce Quand que. vous êtes menstrué, là. Ouais, y a-tu Ah oui, quelque chose oui, que vous voulez en absolument général. pour vous apaiser? Ben, c'est ça qu'on jasait tantôt dans l'auto, parce qu'on est comme très deux personnes différentes là-dessus. Ouais. Moi, je suis genre, non, je suis capable de travailler encore, même si je suis sur le bord de m'évanouir. Je suis comme, je vais faire une randonnée, ça va me ressaisir. C'est comme... Ce fameux truc d'aller dans le bois pendant qu'on Ouais. est menstrué pour attirer les ours, là. Ça... C'est bon. C'est vraiment drôle. Mais ouais, fait que, mais je travaille là-dessus, par exemple, depuis que je veux faire un shout-out au podcast Sexe Maîtresse. Je sais pas si vous connaissez. Ils ont fait un épisode sur les menstruations, puis elle parlait du fait que c'est comme vraiment un relâchement biologique de ton corps. Là. Tu sais, c'est normal. Faut que c'est le moment, si tu peux, genre de relaxer. Fait que j'essaie de relaxer de plus en plus. Ouais. Tu fais juste un petit 50 km maintenant. Ouais, des c'est ça. randonnées. Au lieu de 70, puis je réponds à des courriels en même temps. Toi, Noémie? Moi, je suis depuis que j'ai compris ça, je suis genre
j'ai mal, 2 jours pour me reposer. Puis je suis comme, en plus, en ce moment, je suis synchronisée avec la pleine lune. Fait que je suis vraiment genre, non, je let go. Puis je suis genre, des bains à côté, genre une petite bouillotte d'eau chaude. Puis je suis comme, qu'est-ce qui va mal? Je journal. Puis je suis comme, je check mon pattern. Puis je suis comme, qu'est-ce que l'horoscope me dit? Là? C'est le temps d'en profiter. Là. Je suis vraiment dans le genre, faire attention, mon corps est faible. Fait que je suis comme, je vais lui donner un petit break. Oh yeah! Épisode 5, Martine Delvaux et Isabelle Monette. Je pense que c'est pas drôle ça non plus là, mais ce qui me heurte le plus, c'est quand c'est peut-être pas tant du mansplaining que c'est de m'obliger, me demander d'expliquer l'histoire du féminisme. Ça, c'est ce que je trouve le pire. Et là, en général, je les regarde puis je dis va lire. Ouais. Mais non, moi je réponds plus à ça. Mais l'histoire du féminisme, genre, non, te mais demande vraiment, d'aller loin. Prouve-moi pourquoi prouve-moi que les femmes sont dominées. Wow! Ouais, non, vraiment. On te lègue le bol à raison. C'est ça, je pense que j'ai besoin du bol au complet. Wow! Ouais, c'est vrai que c'est pas un événement, mais c'est quelque chose qui arrive souvent. Ouais. Ben, ça m'est arrivé souvent. Puis devant des grands groupes de la part de profs, d'étudiants, et à un moment donné... De professeurs? Ah oui, de profs de cégep ou... Ouais. Qui devraient ils s'en servent pour te dominer. Pour te faire taire, ils vont dire ça. Pour te boucher. Ouais, pour t'empêcher de parler, en fait. Fait que je leur dis non. Puis il y a une fois où il est parti en faisant beaucoup de bruit. Et après, tout le monde était mal. Puis on m'a dit, mais pourquoi tu as refusé de répondre à la question? Ouais. Mais pourquoi, mettons? Parce que c'est une fausse question. Ouais. En fait, tout ce que ça veut juste me faire dévier de ma voix. C'est ça, c'est un piège. Moi, c'est un piège. J'arrive avec un truc, j'expose quelque chose, on discute après, mais au lieu de discuter de ce dont on a parlé ou de ce dont j'ai parlé, ben là, on m'amène sur une autre voie, et cette voie-là, ben, c'est une voie à l'infini. Attends, prouve-moi que les femmes sont dominées. Je veux dire, c'est l'histoire de l'humanité. C'est ça, c'est de supposer que tu dis quelque chose à travers ton chapeau. Exact. Je dis, il y a des centaines, des milliers d'ouvrages. Allez lire. On s'en reparlera dans 50 ans. Moi, ce que j'essaie de faire vraiment, mais ça ressemble à ce que j'ai dit tantôt, mais pour moi, c'est vraiment fondamental. J'ai décidé que toutes les protagonistes de tous mes projets pour le reste de toute ma vie vont être des femmes. Très bien. Puis qu'on va déjà faire monter la moyenne. Des héroïnes femmes à l'écran. C'est juste ça. Oui, parce qu'il en manque en tabarouette. C'est la base. Les gars, ils se posent juste la question de est-ce qu'elle m'aime, est-ce qu'elle m'aime pas? Non, les gars, c'est des personnages secondaires qui font progresser la fille. C'est bon, très bien, ça. C'est très bien. Et on pourrait en faire un pas de gars. Ça illustrerait-tu? Ben, je sais pas j'aurais même pas par où commencer, ouais. Je pense que c'est tout le temps féministe, que je le veuille ou non, d'ailleurs. C'est pas forcément conscient. C'est pas j'écris pas des récits à thèse en me levant le matin et en disant « OK, c'est quoi la théorie féministe que je vais déployer? » C'est pas ça du tout, c'est que ça vient, c'est naturel, ça me vient tout seul, puis probablement que, un peu comme tout ce que toi tu fais, moi je lis que des femmes, j'écoute que de la musique de femmes, je fonctionne comme ça. Puis je cherche où sont les femmes. Fait que quand j'écris un livre, en général, comme le dernier que j'ai fait, c'est « Elle est où cette femme? Qui était-elle? Et derrière elle, il y a qui qu'on a oublié ou qu'on veut oublier ou qu'on veut ignorer? » Fait que c'est toujours contre l'invisibilisation des femmes. Les faire exister. Puis c'est drôle, là, ça me fait penser à quelque chose parce que moi, je vais l'admettre. J'ai lu un livre de Martine que j'aime beaucoup, qui est un peu devenu une Bible. Puis, lequel? C'est un livre qui s'appelle « Thelma, Louise et moi ». Parce que Thelma et Louise, c'est un grand film féministe. Okay? Moi, j'adore ce film. Et là, je me disais tout le temps, Ridley Scott est un excellent réalisateur. Et c'est le gars qui a réalisé le film. Mais derrière lui, il y a une femme invisible qui est la scénariste du film. Et là, tout s'explique. Ouais. C'est vrai. Merveilleux public, j'adore ça. Ouais, je vous aime tellement, là. Juste se tourner vers les femmes. Arrêter de chercher le regard des hommes. Arrêter de vouloir être regardé par eux. Puis chercher, elle est où la femme? Tu sais, je pense que c'est Louise Bourgeois, la sculptrice, qui disait « Mon féminisme est dans l'intérêt que les femmes représentent pour moi. » Moi, je trouve que c'est ça. Puis tu sais, c'est ça. Puis aussi, à un moment donné, tu te rends compte, tu sais, je sais pas, mais... T'sais, on peut tout ça à un moment donné aussi entre nous, s'aider. Parce que les boys clubs, ça marche pourquoi? Parce qu'ils se tiennent. Puis à un moment donné, moi, j'ai réalisé ça il y a quelques années. Puis je me dis, aïe, je suis scénariste. Je ne vais pas réaliser mon long métrage, je suis scénariste. Mais je pourrais peut-être penser travailler avec une réalisatrice femme. Fait que c'est ça aussi. Puis je pense que
si on veut comme habiter le monde en tant que femme, il faut se l'approprier, puis il faut essayer de le construire aussi ensemble. Puis ça, c'est pas rejeter les hommes, là. C'est juste se construire à travers ce qu'on est, là. C'est bien correct. Oh yeah! Épisode 6. India Desjardins et Gariana Jean-Louis. J'ai appris, on m'a dit que j'étais féministe, je ne le savais Mais pas. je veux savoir cette comment anecdote. ça s'est passé? Mais c'est ça, c'est parce qu'on m'a étiquetée de féministe, puis j'étais comme, ah ouais, je suis féministe depuis... Moi, c'était ma vie, donc dans ma tête, j'ai toujours été élevée comme ça. J'ai été élevée par des parents qui croient toujours en l'égalité, surtout ma mère et ma grand-mère. Je faisais les mêmes choses que mon frère faisait les mêmes choses que nous. Il n'y avait pas de privilège d'un côté ou de l'autre. Donc, on a toujours eu ce sentiment, je sais changer un pneu, je sais tirer avec une arme à feu. Mon frère fait la cuisine. Non, mais c'est pour vous dire, c'est une famille de gangsters, OK? Voilà. On est égal ou on ne l'est pas. Non, mais c'est ça. Donc, pour moi, ça a été un choc quand on m'a dit... Tu sais, c'est à l'école de l'humour que je suis. Oh, mais oui, c'est parce que tu as un discours plus engagé, féministe. J'étais comme, je fais juste exister. Ouais. Pour moi, il n'y a pas de... Donc, en faisant des recherches, puis là, j'étais comme, oh! Il y a un mot pour ça. OK, c'est ça, il y a un mot pour ça, puis c'est pas tout le monde qui réfléchit comme ça. Des fois, j'étais en tabarnak pour des affaires. Puis j'étais comme, ouais, mais ça, c'est pas normal. Chez moi, on fait pas ça chez moi. Pourquoi chez toi, on fait ça? Donc là, j'ai compris, en fait. Ça a pris du temps, plusieurs années. Mais c'est ça, donc, dans mon art de ma personne, je veux croire que je suis féministe, je veux croire que j'ai un discours où je me dis que les femmes ont leur place, les femmes doivent prendre leur place. Ouais. Puis je m'en bats les couilles de ce que les hommes pensent. En fait, j'ai pas de couilles. Je m'en bats les ovaires de ce que les hommes pensent. Voilà. Et it is what it is. Donc, pour moi, j'ai pas à forcer. En étant moi-même, je vis mon féminisme et je transmets mon féminisme dans mon art. Voilà. Preach! Moi, à un moment donné, là, j'ai pensé que les gars aimaient pas être avec les femmes. Puis j'ai lu des BD de Liv Stromquist, puis elle nommait des sitcoms, là, Seinfeld, Everybody Loves Raymond. Ils les trouvent tellement connes, t'es comme, mais pourquoi vous êtes avec mais elle? Oui, c'est ça. Mais prenez-vous une île, allez-y, laissez-nous tranquilles. Ouais. Pourquoi vous voulez être avec nous si c'est juste pour nous trouver connes puis être gossés? Tu sais, à un moment donné, là, je suis en train... Je suis en train de réécouter les Seinfeld avec mon chum. Puis là, souvent, là, je pèse sur pause. Moment du rant. Hey, ça, là, c'est ce que tous les gars nomment comme leur inspiration. Hey, excusez. T'as dit vas-y, vas-y. Non, mais vraiment, ça a mal vieilli, Seinfeld, il rencontre une fille. OK, c'est une fille qui a étudié à la Sorbonne, elle est super intelligente, elle est super intéressante, tout ça. Puis là, tout le monde dit, c'est une loser. Puis là, lui, il la présente à ses parents l'aiment, puis il fait « Ah non, je pourrais pas être avec. » Puis je suis comme « Mais qu'est-ce... OK? Puis là, sais-tu quoi? Tell him, India, tell him! Non, mais je suis tannée! Les gars, les créateurs, là, ils vont dire « Oui, mais tu comprends pas, India. C'est lui le loser. » OK. Fait que là, toi, tu vas me faire à croire que toutes les séries de gars, là, il y avait tout un deuxième degré qu'on n'a tous pas compris. Il y a tout un deuxième degré. C'est le gars qui est le loser. Mais pourquoi vous faites tout le temps le même personnage, d'abord? J'ai beaucoup aimé le livre « Bad Féministe » de Roxane Gay. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais elle dit là-dedans que quand, dans le fond, on critique une féministe qui prend la parole par une œuvre en disant « c'est pas assez féministe, c'est pas le bon féministe », tout ça, mais pendant qu'on critique elle, là, ben, il y a comme 15 autres œuvres à côté qu'on pourrait critiquer mieux. Ouais. Donc, elle donnait l'exemple de Girls dans son livre, mais moi, je prendrais Barbie, Barbie, là, on dit, OK, Barbie, c'est trop capitaliste, OK, mais il y a comme 50 films d'Avengers, comme... Pourquoi c'est Barbie, là, que tout d'un coup, que vous trouvez trop capitaliste? Ouais. Bon, après, manque de diversité.
OK, l'autre film de l'année, c'était Oppenheimer. Il y a 0 diversité. Bon, là, on critiquait pas Oppenheimer pour ça. On critiquait Barbie. Oppenheimer, il y a 2 personnages féminins. Il y en a un qui est tout nu tout le film. Puis, quand tu la googles, ce personnage-là, dans la vraie vie, c'était un médecin. OK? Ah ouais. Mais dans le film de Oppenheimer, c'est jamais mentionné. Elle dit presque pas un mot, puis elle est tout nue tout le long. Puis d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y avait pas d'actrice d'Oppenheimer en nomination pour meilleure actrice parce qu'il y en a juste 2 puis ils parlent quasiment pas. T'sais. Pour la meilleure tout nue. La médecin. Oui. OK. Ah, puis il considérait, moi j'ai lu un article qui considérait que la méchante du film c'était la femme d'Oppenheimer. Ben oui, t'as quelqu'un qui a créé la bombe atomique, mais c'était la femme qui était la mauvaise maman. Qui était la méchante du film. Hey, tu sais, c'est ça. Moi, en tout cas, Oppenheimer, partez-moi pas là-dessus, ça me fâche. Et ce n'est pas mon film de l'année. Donc, mais tout le monde le comparait à Barbie, puis j'étais comme 2 films qui se comparent pas. Mais oui, tu sais, moi, j'aimerais tellement qu'on soit... qu'on soit plus... C'est le fun que Barbie existe. Puis moi, je pense que pour vulgariser le féminisme, il faut pas être au niveau 1. Tu peux pas vulgariser niveau 1 si t'es... Puis qu'est-ce que ça veut dire, ça, niveau 1, niveau 15, niveau... C'est comme de donner des fleurs au monde. Mais oui, pour moi, Barbie... Puis il y a des gens qui disaient que Barbie était l'histoire de Ken. Mais c'est de pas comprendre les quêtes intérieures, je trouve, parce que... pour moi, l'histoire de Barbie, c'est quand on est petite, là, puis c'est exactement ce que tu racontais tantôt, c'est... Quand on est petite, là, on vit dans un monde tout bien. On vit dans un safe space. On est la boss de notre affaire. On est la boss de notre jeu. C'est nous qui décidons et tout ça. Et quand on arrive dans le vrai monde, on se fait attaquer par les inégalités sociales, le patriarcat, tout ça. Et là, on se rend compte, OK, ça va être plus dur que quand je jouais dans mon sous-sol avec ma petite auto rose, puis tout ça, ça sera pas... Et quand Barbie arrive dans le vrai monde, c'est là qu'elle ressent la violence. Moi, ça me donne des frissons quand elle arrive dans le vrai monde. Et à la fin, finalement, elle décide de faire face à la réalité. Parce qu'elle pourrait rester dans son monde toute protégée et tout ça, mais elle décide de faire face à la réalité puis de devenir une humaine plutôt que d'une idée qu'elle se fait de la vie. Et moi, je trouve ça touchant et je me dis, j'ai de la difficulté à comprendre comment l'extrême droite peut critiquer et bannir ce film-là et comment, comme féministe, on ne peut pas saluer une créatrice qui a réussi à intégrer des notions féministes dans le mainstream. Et non seulement ça, mais quand tu connais un peu le cinéma, tu vois toutes les références qu'elle a mises cinématographiques dans le film en les renversant. Et ça, je me dis, c'est extrêmement efficace. Et moi, je ne peux pas la regarder avec condescendance. Greta, qui est mon idole, puis dire, tu n'as pas mis le bon féminisme dans ton film, puis tu n'as pas fait assez de... Quoique, je vais vous dire, nuance encore, je comprends les critiques qui trouvent que ça manque de diversité ou de ci ou de ça, que des choses manquaient. Parce que savez-vous quoi? Parce qu'on n'a pas l'égalité dans nos divertissements. On n'a pas l'égalité. Il manque de représentation de toutes sortes, de tout ce qui n'est pas un homme blanc dans le divertissement. Alors, quand il y a quelque chose qui nous montre une petite fenêtre. On essaie de mettre tout sur le mais dos. J'aurais aimé ça qu'il y ait ça. J'aurais aimé ça qu'il y ait ça. J'aurais aimé ça qu'il y ait ça. Mais là, on demande à une créatrice de réparer tous les problèmes. Et une créatrice ne peut pas réparer tout. Elle fait de son mieux pour l'histoire qu'elle avait. Et ce qu'elle avait, c'est Barbie. Elle a réussi à faire ça. Elle a réussi à faire $1 million. Elle a réussi à être bannie dans des films, dans des pays qui étaient misogynes. Donc, pendant qu'on critique une œuvre de femme qui a vraiment fait... Tu sais, Lego Movie, là, Lego Movie ne disait rien sur notre société. OK? Oui, on parle du film de Lego, là, oui. Au Québec, ce n'est pas Barbie qui a été le film le plus populaire, c'est Mario Bros. OK?
il y a une seule femme, OK? La princesse Peach. Une seule femme. C'est un dessin animé. On n'était pas capable de dessiner des petites tortues, OK? Avec une petite boucle des cheveux. On n'était pas capable, OK? Toutes les tortues, c'est des gars. OK? C'est tellement C'est bon. tout. Puis c'est Barbie qu'on critique puis qu'on traite de capitaliste. Tout à fait. Moi, ça, je l'accepte pas. Oh yeah! Épisode 7. Calamine et Brigitte Poupard. Je pense que c'est une affaire qui venait vraiment me gosser le côté ostentatoire capitaliste dans le hip-hop. Tu sais, les gros chars, les chaînes en or. Tu sais, à la limite, les chaînes, je peux vivre avec. Genre, c'est comme... Genre, c'est pas aussi polluant, mettons, que les chars puis la fast fashion, mais il y a comme de quoi de... Puis aussi de célébrer, d'être comme des parvenus, là, tu sais, de célébrer, genre... Tu sais, je peux comprendre des personnes qui sont, genre, opprimées socio-économiquement, de célébrer leur succès, mais, genre, des personnes blanches au Québec... 6. Je vais pas en nommer, mais c'est comme genre bravo, tu sais, tout était pour toi, pour que tu réussisses. Maintenant, genre, tu choves vite d'en face du monde que t'es riche, tu sais, pour moi, je trouve ça crissement obscène. Ouais. On les nommera pas, mais toutes les femmes savent danser. Tu sais, mais c'est ça, fait qu'il y a un côté de moi qui voulait un peu se jouer de ces codes-là en faisant une esthétique de c'est cool rider en bicycle avec le même aplomb que de dire genre j'ai me skirt mon gros char. Je voulais comme renverser ça, skirt mon bicycle. Puis pareil, tu sais, pour le côté genre j'ai mon gros, je rentre dans le club avec mon gros swag, c'est comme genre je rentre dans le club avec mon t-shirt à 5$ de Renaissance là, tu sais, that's it. Fait que c'est devenu un jeu. Pour moi, ça m'amuse en plus, mais c'est des choses dans lesquelles je crois. Puis je pense c'est un de mes combats de amener, tu sais, c'est pas quelque chose a priori qu'on imaginerait dans la culture populaire, le côté comme un peu grano écolo, c'est pas trendy, full. Puis c'est un gamble que je suis prête à faire de rendre cool le grano-là. C'est bon. J'adore! oui, on peut l'applaudir. Rendre cool le grano-là. Ben, tu sais, moi, par exemple, j'ai pas de voiture. Et souvent, on me demande... Souvent, on me demande, c'est un sujet comme délicat, parce qu'on se dit comment ça se fait, t'as pas d'auto. Ben, j'ai pas d'auto, j'ai décidé de pas avoir... J'ai fait de la communauté qui n'existait pas, ce concept-là n'existait pas quand mes enfants étaient très, très, très jeunes, avec les voisins en face de chez nous. On se partageait donc une auto, et on avait comme exactement le même principe. Là, on réservait nos dates, etc. On payait tout ensemble. Et après ça, je me suis jamais racheté de voiture, et je suis la gardienne d'auto de gens qui partent en voyage officiel. Et donc, ça met toujours un peu les gens mal à l'aise quand je leur dis que j'ai pas d'auto. Et sur des tournages, des fois aussi, dire, ben j'ai besoin d'un transport, comment ça? Ben j'ai pas d'auto, t'as pas d'auto. Fait que ça revient constamment. Puis je suis encore étonnée de ça, que ça soit aussi étonnant. Et je travaille en ce moment, je viens de faire un spectacle où j'engage souvent des gens de la relève qui ont pas d'auto, que ça. Et là, ça vient de changer le mode de production aussi. Parce que ma scénographe, par exemple, qui n'a pas de voiture, ben elle se fait dire, tu vas aller chercher les affaires. Ben, elle dit, ben non, j'ai pas d'auto. Fait que comment on fait? Et ça nous demande une réflexion de comment on produit maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on le fait? Parce qu'on prenait pour acquis que les gens qu'on engage, leurs voitures viennent avec leur service. Donc, c'est plus ça. Et moi, je trouve ça extraordinaire, ce qui se passe, parce que ça veut dire qu'il faut redéfinir tous nos modes de diffusion, de production et de travail. Tellement. Bon. Puis dans cette foulée-là, je pense que, tu sais, j'ai hâte au moment où on va dire « T'as un char? What the fuck? » Ça fait le contraire. Loser! Puis je trouve que c'est vraiment weird qu'on re-questionne pas. Tu sais, c'est vraiment un culte, l'automobile. Tu sais, je sais pas si vous remarquez. Tu sais, moi, j'ai pas de char, j'ai pas de permis, puis c'est quelque chose qui me questionne depuis toujours. J'haïs les chars. Tu sais, j'haïs les chars. Tu sais, moi, j'allais à l'école secondaire à Sainte-Foy. Je sais pas si vous connaissez un peu Sainte-Foy, mais c'est crissement juste des parkings, des chars. Il y a pas de trottoir. Tu sais, c'est vraiment détestable. Mais tu sais, quand tu regardes à télé, la prévalence des publicités de voitures, tu sais, on nourrit un culte extraordinaire de des
des estis de gros chars polluants sur le top d'une montagne dans la nature. Tu sais, c'est comme ça devrait être juste illégal. Qui fait comme la nature. Ça devrait être illégal. Puis honnêtement, moi je suis pas d'accord que des artistes fassent des publicités de chars. Je trouve ça méprisable qu'on vende nos talents puis nos services pour vendre quelque chose qui est aussi horrible pour notre la notoriété planète. Puis notre influence aussi. Notre influence pour vendre des chars, c'est insane quand tu penses à ça. Là. Puis je veux juste reculer un petit peu quand tu parlais de ta scénographe qui n'a pas de voiture. Ça m'a fait penser à quelque chose qui n'est pas trop relié à l'environnement, mais qui m'a marqué dans la représentation à laquelle moi j'ai assisté, qu'il y avait une personne en fauteuil roulant qui était là pour assister, puis toi, tu lui as fait le chemin tout le long. Parce que, tu sais, c'est une pièce parce que tout bouge. Il y a des comédiens et comédiennes qui apparaissent devant toi. Après ça, la scène se passe plus loin, puis proche, puis tout ça. Puis toi, tout le long, t'amenais... C'est ça, quand tu dis repenser à comment on veut être respectueux de l'environnement, mais aussi comment on veut être inclusif dans un spectacle, ça, c'est quelque chose... Il faut go out of our way to... Il faut y penser. C'est un effort. Mais dans le sens, c'est pas un effort pour toi si tu y penses tout le temps, mais... Il faut que tu le fasses parce que personne ne va le faire sinon. Non, exactement. Puis l'inclusion vient aussi avec une réflexion puis un échange en amont, c'est-à-dire dans la création. Tu sais, moi, depuis la fondation de ma compagnie en 91, l'inclusion fait partie des mandats. Puis comme là, il y a des street dancers mélangés avec des circassiens, mélangés avec des gens de théâtre. Donc, c'est vraiment de respecter aussi la nature même du langage de chacun, ce que ça veut dire et comment on peut mettre ça ensemble pour en développer un nouveau narratif, mais sans dénaturer ce que ces gens-là ont à dire à travers leur propre art. Je trouve ça intéressant parce que tantôt, tu disais c'est réjouissant de repenser les manières de produire. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui pense que c'est juste des contraintes, tu sais, d'être inclusif, puis un peu l'idée de la décroissance, c'est de réduire les moyens puis de trouver la manière d'être éco-responsable et tout, mais c'est vraiment réjouissant. Tu sais, c'est le fun de repenser ces manières-là. Puis, tu sais, je fais un peu un parallèle, pas pour les mêmes raisons, mais tu sais, mettons, pour ma part, tu sais, mettons, pour s'extraire des structures de label, il faut trouver des manières low-fi de fonctionner. Tu sais, il faut faire des clips avec pas les subs que les gens ont 15 000 $ pour faire des clips. Moi, j'ai 0 $, mais je trouve ça drôle. Tu sais, ça m'amuse parce que moi, je suis une artiste, je suis capable de trouver les manières, puis je trouve ça le fun de trouver des manières low-fi, de produire aussi. Ça déplace moins de monde, ça gaspille moins de matériel. T'as pas une espèce de table de buffet avec des affaires en plastique pour 15 personnes. C'est un peu les défis qu'on recherche comme exact, artiste c'est aussi. Au final, c'est super amusant de trouver les manières de contourner, les manières de faire les plus rapides, les plus efficaces, mais qui consomment le plus de déchets et autres. Parce que ça prend beaucoup de réflexion. C'est ça l'affaire, c'est que ça prend du temps, ça prend de la réflexion. Ça prend du temps. Et il faut penser de façon transversale. Et on n'est pas dans un monde comme ça. Je pense que de penser de façon transversale, c'est très féminin. First. Alors, on est dirigé par des hommes qui travaillent en silo, puis il faut que ça rapporte. Il faut que ça rapporte tout de suite. Exact. Fait que on n'est pas à la mode. On n'est pas du tout. Puis là, à un moment donné, c'est qu'il va falloir qu'ils nous entendent parce que on le voit, là, tu sais, Juste pour rire est tombé. Je veux dire, Spectra a vendu à Evenco dans une transaction qu'on n'a jamais vue, alors qu'ils ont été full subventionnés puis qu'ils ont eu du crédit d'impôt. Puis là, tout d'un coup, boum, ça s'en va, puis ça nous sort, puis on n'en profite pas. Moi, je suis pas d'accord avec ce que tu dis, qu'on devrait avoir de l'argent. Ah oui, on devrait avoir ce financement-là pour cette réflexion-là. On ne l'a pas. Non, exact. Et c'est ça qui est insultant. Exact, complètement. Mais en même temps, il y a une partie de moi qui se dit va falloir qu'on soit encore capable de faire de l'art quand ça va mal aller. Quand ils auront pu les subs. Tu sais, moi, je pense que c'est un move de survie que je fais. Là. Je vois rentrer Poilievre, la CAQ, puis tout. Puis je suis comme, oh shit, faut couper dans le gras. Non, mais t'as raison, parce que c'est sûr que ça va éliminer tous les parasites qui sont là pour pas les bonnes raisons. Ouais, exact. Oh yeah! Épisode 8, Trana Wintour et Marie-Christine Lemieux-Couture. Une blague. On a tendance de penser que la colère ou la rage est quelque chose de négatif, mais justement, ça peut être un moteur pour la créativité. C'est pas une mauvaise chose. Mais non, moi, c'est ça. Moi aussi, mon état d'esprit constant, c'est en tabarnak. C'est comme je suis en tabarnak quand je me lève le matin, je suis en tabarnak quand je fais à manger, je suis en tabarnak quand j'écris. Non, mais dans le sens, je suis pas en tabarnak de faire à manger, mais juste écoutez les nouvelles 2 secondes, vous allez être en crise, là, comme c'est pas très compliqué. Mais
oui, c'est un moteur incroyable. Oui, puis je trouve ça drôle parce que on dirait que les femmes, en général, les personnes nées femmes, ont pas le droit d'être fâchées souvent. C'est vu comme t'es frustré, tu devrais pas être fâché, tu devrais mieux dire. T'sais, nous, le nombre de fois là, qu'on s'est fait dire sur scène, mais tu t'as l'air fâché sur scène, c'est peut-être pour ça que c'est moins drôle. Puis t'es comme, oui, hein, c'est vrai qu'être fâché, ça marche pas. François Bellefeuille, sa carrière, c'est de la merde. C'est comme... Mais t'en parles dans ce livre-là, justement, Marie-Christine, tu dis à un moment donné, moi, je suis pas rabat-joie. Moi, c'est fuck la joie. Ah ouais, fuck la joie. Oui, fuck la joie. Mais ça, à quoi je m'attaque, ce sont les joies patriarcales. Fait que c'est comme, oui, fuck ta joie. Comment ça se fait que tu tires de la joie de la culture du viol? C'est ça qui est comme... Qui me sidère dans l'espèce d'humour dominant qui veut rester... qui veut pas s'améliorer, qui veut pas comme prendre le temps de prendre du recul puis de réfléchir à ce qu'il est en train de dire, tu sais. C'est terrible, ce dont tu tires de la joie, tu sais. C'est comme... puis c'est terrible de quoi on tire de la joie en général, tu sais. Je veux dire, si tu es en contact avec le monde en ce moment puis que comme tu sais, comme... T'es vraiment heureux, il n'y en a pas de problème, t'en vois pas de problème, genre t'es un fucking psychopathe. Oui, là, je sais ça. pas, il se passe de quoi. T'es en position de privilège et t'es un psychopathe. Oui. Tu sais, il y a une raison historiquement, tu sais, pourquoi on dit, mettons, ça sert à rien de briser des vies de banque, la colère, ça sert à rien. Pourquoi on dit ça? Pourquoi on veut faire croire ça aux gens? C'est que tous les changements sociaux sont venus par la colère, sont venus par péter des vitres de banque. Qu'est-ce que vous pensez qu'elle faisait, les suffragettes? Oui. Genre, elle flattait des lapins? Non! C'est ça, elle n'a pas demandé gentiment. Là. Non, c'est ça. Ils sont pas arrivés avec comme, « Hey, s'il vous plaît, ce serait le fun qu'on ait le droit de vote. Est-ce que vous allez nous le donner? » Au début de ma carrière, quand j'ai commencé en humour, il y en avait juste, évidemment, des gars qui voulaient me dire comme... ils ont tellement une idée d'humour qui est tellement démodée. Mais pour eux, ils ont vraiment une idée il y a du vrai humour et de l'humour qui n'est pas vrai, which doesn't make any sense. But sincèrement et heureusement, en général, les hommes hétéro-cisgenres ont peur de moi. Yes! Goals! So, c'est rare qu'ils m'approchent maintenant. T'es comme, t'es farouche! Oui, exact. So, je suis très contente. Et quand je suis dans des green rooms où c'est juste moi et des hommes, je dégage pas un esprit d'ouverture. Comme mon body language est clair. Don't you come near me. Like, c'est assez évident. So, sincèrement, c'est quelque chose que je vis beaucoup moins dans les dernières années. Et quand ça m'arrive, on dirait que je l'entends même plus. So, j'ai pas vraiment de souvenirs. Et je dis ça sincèrement. Oui. Comme... Mais c'est merveilleux, c'est l'objectif, je pense, ultime ça, de toutes les femmes, de ça. plus jamais se faire approcher. But, je l'ai dit vraiment inconsciemment en plus, je m'excuse. J'essaie d'en penser d'une bonne, mais encore une fois, c'est très général, le mansplaining que j'ai vécu dans ma vie. Je pense que j'ai plus l'énergie non plus de faire le fameux compromis patriarcal. On dirait que même avec des gars super allumés, il y a comme toujours quelque des chose. Petites choses qui ressortent. Qu'est-ce que tu veux dire comme compromis patriarcal? Mais c'est comme si pour être dans un couple, ça vient pas de moi là, le concept. Là, j'oublie le nom de la penseur qui l'a sorti. Tu l'as? Non, je peux le googler. T'avais l'air de l'avoir sur le bout de la langue. Oui, vas-y. Non, j'avais hâte que tu m'en parles. Mais en fait, c'est l'idée que comme si tu es en couple avec un gars, il y a des compromis qu'il va falloir que tu fasses sur tes valeurs féministes dans certains cas. Puis j'ai le goût d'être radical au point de faire comme de toute façon, je suis pansexuelle, fait que genre, je m'en crisse. Oui. Genre, j'ai tout un pool. T'es tellement chanceuse. C'est la chercheuse. C'est mon rêve. C'est ton rêve, hein? C'est la chercheuse féministe Dennis Candiotti qui a proposé la notion de compromis patriarcal. Patriarchal bargain. Ooh. Mais oui, je comprends cette idée parce que même moi, dans mes relations dans le passé, comme... Je pense aussi pour une femme trans, il y a une autre dimension aussi parce qu'on... Je ne sais pas même comment l'expliquer, mais il y a une sorte de pression ou attente qu'on soit
la femme parfaite. Les femmes cisgenres ont la même chose aussi, mais parfois, comme pour les femmes trans, c'est un peu comme être reconnu dépend sur notre capacité de performer cette féminité parfaite. So, souvent, quand je suis avec des gars cisgenres hétéros, je ressens cette pression et comme je m'impose une certaine performance. Et ça faisait que mes relations ne ressentaient jamais authentiques parce que j'étais jamais 100% moi. Et je pense que justement, peu importe l'homme, il y a toujours une certain compromis qui se fait. Malgré nous. Oh yeah! Épisode 9, Rouba Ghazal. Tous les Palestiniens de la diaspora, il y a toujours ce rêve-là du droit du retour, tellement que j'ai une sœur, 15 ans plus jeune que moi, elle est née au Québec, et ma mère, la première chose qu'elle fait, elle appelle ma grand-mère, qui à l'époque habitait au Liban, là, elle est décédée, et elle lui dit, tu sais, elle lui envoie les papiers, l'acte de naissance, puis là, ma grand-mère, elle s'en va dans un bureau au Liban pour sortir un papier qui dit que ma sœur, qui est née ici au Québec, est palestinienne, parce qu'il y a, pour garder ce droit du retour. Fait que moi, j'ai mes papiers qui prouvent que je suis palestinienne pour qu'un jour, s'il y a le pays de la Palestine, qui est comme tellement difficile avec la situation actuelle, là, pour qu'on puisse un jour revenir. Fait que ça, c'est très, très marqué chez tous les Palestiniens. Là. Quand je suis arrivée au Québec, je ne suis pas descendue en bas de l'avion, tout de suite, j'ai dit « Vive le Québec libre! » C'était pas comme ça. Là, comme Charles de Gaulle. Oui, c'est ça. Ton balcon. Sur le balcon. Fait que c'est pas comme ça. Je suis arrivée en 1988. Donc, la construction de mon identité québécoise s'est faite petit à petit, tranquillement. J'ai appris le français, j'ai côtoyé des gens québécois et je me suis sentie appartenir à ce peuple. Et j'ai senti même que les ancêtres, tu sais, de Caroline, tu sais, les Laperrière, là, tes ancêtres, bien, c'est comme mes ancêtres d'une certaine façon parce que je vis dans cette nation-là, dans le Québec que ces gens-là ont construit. Fait que c'est le Québec, c'est toutes les personnes qui habitent ce territoire-là, puis qui y habitent tout simplement. Après ça, comment ils se sentent à l'intérieur, plus Québécois, plus Montréalais, plus Canadiens, on s'en fout, c'est des Québécois. Puis moi, j'ai beaucoup reçu du Québec, pour vrai, là. Tu sais, je le sais très, très pertinemment que si mes parents n'avaient pas fait le choix de venir au Québec, puis qu'on était restés, par exemple, au Liban, où c'est pas facile pour les Palestiniens de vivre aussi au Liban, j'aurais pas eu les mêmes chances. J'aurais certainement pas été députée au Liban. Là. Tu peux pas, quand tu es Palestinien, être député. Donc, j'ai reçu, puis il y a une générosité du peuple québécois qui est tellement extraordinaire. Puis il y a aussi, ce malaise identitaire, toujours cette peur de disparaître qui existe, qui fait que, des fois, le peuple québécois veut qu'on l'aime. Mais pourquoi il nous aime pas? Pourquoi il y a du Québec bashing? Aimez-nous, aimez-nous. Il y a beaucoup ça, puis que je trouve touchant, mais que malheureusement, des fois, ce malaise identitaire, cette peur de disparaître, est utilisé d'une mauvaise façon par les politiciens. Et on vient titiller un peu la peur de l'autre, qui vient changer notre société, qui parle pas, ces gens-là qui parlent pas français dans leur chambre à coucher et tout ça. Fait que, tu sais, il y en a qui l'utilisent de la mauvaise façon, alors qu'on pourrait l'utiliser d'une plus belle façon, parce qu'il y a du beau au Québec. Fait que moi, c'est vraiment mon expérience qui fait que je me sens québécoise. Après ça, si mes parents avaient décidé d'aller à Toronto, comme beaucoup de leurs amis, peut-être que je me serais sentie torontoise puis que j'aurais aimé l'Ontario. J'ai aucune idée. Là. J'ai comme l'impression que c'est moins fort, là, l'identité ontarienne, que probablement que l'identité québécoise. Mais moi, je l'ai embrassée totalement parce que j'ai eu le temps de construire mon identité québécoise. Puis il n'y avait pas des politiciens qui disaient l'immigration, c'est la faute de l'immigration si le français recule, etc. Il n'y avait pas ça. Fait que si aujourd'hui, dans le Québec de François Legault, j'arrivais au Québec puis que j'avais 10 ans puis que je commençais à construire mon identité québécoise, comment je me serais sentie face à ce discours-là? Moi, c'est ça qui m'inquiète. Fait que c'est très, très important pour moi que des gens qui sont beaucoup plus ouverts, inclusifs, comme nous à Québec solidaire, ou moi, que des petites Québécoises là, ou des petites MNED entendent des politiciens qui disent « J'aime le Québec, mais je veux que
tout, tu sais, comme que ce soit un Québec généreux, ouvert, rassembleur. Donc, et non pas d'entendre que ceux qui sont fiers du Québec, c'est des gens qui trouvent que les gens qui viennent d'ailleurs viennent peut-être affaiblir ou risquent de faire disparaître le français, par exemple. Ça, je trouve que c'est une responsabilité qu'on a, la gauche, qu'on devrait beaucoup plus utiliser. Oui, il faut défendre les minorités, les droits des minorités, les droits et libertés, c'est fondamental, mais il faut aussi défendre quelque chose de plus rassembleur, de plus commun. C'est ça. Ouais. Non, c'est très belle. Mon Dieu, je suis partie! Oh yeah! Épisode 10, Julie Fortier et Ariane Mignot. On a 2 cliniques dans la région, donc à Rouen puis à Val-d'Or. Seulement? Ouais. Oh, quand même. Après, tu sais, il y a de l'accompagnement qui est fait dans les centres de femmes, tout ça pour... les diriger. Pour les diriger, les aider, puis tout ça. Mais tu sais, ça, c'est au niveau des groupes communautaires, là, aussi. Puis là, c'est pour ça aussi qu'il veut Madame Biron ou... je sais pas, en collaboration avec le ministère de la Santé, là, axé vraiment la sur... ministre de la Condition féminine, oui, qui se voilà, dit égalitariste, là. Oui, celle-ci. Mais qui ne croit pas au féminisme intersectionnel. Bien sûr. Veut rendre accès à la pilule abortive plus tôt. Mais c'est parce qu'il y a un accompagnement qui est comme moins présent aussi là, que les avortements par chirurgie. Là. Fait que ben, ça, c'est inquiétant. Fait que tu sais, j'ai l'impression qu'elle veut miser sur l'accès, mais c'est ça sa solution. Fait que quand tu te retrouves un peu tout seul dans ce temps-là, tu sais, quand tu prends ta pilule puis tu vas aller vivre ça chez vous tout seul. C'est ça, comme ça va se régler vite, là, comme ça on n'a pas besoin de mobiliser trop de main-d'œuvre. Mais tu sais, ce qu'il faudrait, c'est des cliniques partout. Puis tu sais, nous autres ici, on a l'enjeu du territoire, là, on est quand même... C'est élargi sur le territoire. Fait que s'il y a une clinique à La Sarre, mettons, mais que tu habites à Beaucanton, ou tu sais, tu as déjà beaucoup de routes à faire, là, ben là, tu arrives à La Sarre, il n'y en a toujours pas, tu continues, tu vas à Rouen, des fois, il y a peut-être plus de place. Pardon, mon micro. Il y a peut-être plus de place, puis là, ben, après ça, il faut que tu ailles à Val-d'Or, puis tu sais, c'est un certain nombre de semaines et tout. Fait que rendu là, si tu dépasses ça, ben, il faut que tu ailles à Montréal. Puis les frais de déplacement, ils sont pas tous remboursés. Fait que, tu sais, accès, c'est comme un servicieux, là, Ben, c'est ça, c'est que l'accès même si on a le droit de se faire avorter, l'accès à l'avortement est vraiment pas fait, puis ça s'annule presque. Ouais, ça s'annule presque quand t'as pas le choix, puis t'as pas l'argent nécessairement de faire ça. Présentement, c'est tranquille par rapport à la diversité sexuelle et de genre dans les nouvelles, dans les médias, fait que je veux pas en parler. Ouais, c'est ça, on vous a laissé. On peut pas les partir, c'est ça. Non, ben, tu sais, c'est sûr, immanquablement, les fameuses toilettes non-genrées, hein, puis ça part d'ici. En plus, vous êtes dans la... Ça part d'ici? Ben oui, ça part de l'école secondaire à Rouyn-Noranda. Ah ben, Calvin! Ouais. Ils ont inspiré PSPP. Ouais, c'est ça. PSPP, il a genre jamais mis les pieds ici de tabarnouche, puis il dit ça. Ah ouais, c'était ici. Incroyable, ouais. Fait que c'était-tu votre organisme qui a aidé quasiment à faire ça? Non, pas tout. Mais non, puis même pour l'école, c'est pas pour les enfants trans non-binaires. C'était juste pour que ça soit plus facile à gérer les sorties aux toilettes. C'était juste ça. Ben oui, puis les salles de bain dans une école secondaire, ben rappelez-vous votre adolescence. Là, tout le monde est terrorisé d'aller à la toilette. Là. On se fait super intimider dans les salles de bain, dans les vestiaires. Fait que c'est pour enlever ça, en fait. Puis moi, je trouve qu'on devrait vraiment prioriser les toilettes non-genrées, mixtes, peu importe. Les toilettes, en fait, on n'a même pas besoin de on n'a pas besoin de leur donner un nom. Non, c'est ça. Puis qui, on le rappelle, comme Coralie le dit souvent, des toilettes qui ont des portes. Pour rassurer Bernard Drinville, PSPP. Oui, parce que Bernard Drinville dit « Ah, il n'y aura pas d'intimité dans les toilettes non mixtes. » C'est comme, il pense que des toilettes non mixtes, des toilettes pas de porte, que c'est ça. Comme, non, il y a des portes. On aurait pu enfin, les femmes, tu sais, ouvrir nos serviettes hygiéniques en faisant le bruit qu'on veut faire. Oui! Ben, c'est une belle préoccupation de Bernard, là, de justement dire à les jeunes filles qui vont être menstruées comment qu'elles vont vivre ça. Fait que tu vas nous donner des produits menstruels gratuits, right? Non. Fait qu'il y a cette nouvelle-là. Ben, est-ce que l'école a pu la faire finalement? Je sais que c'était comme non, mais vu qu'il y avait déjà des rénovations. Ben, elle est faite, mais si je me trompe pas, là, je sais pas s'il y a certaines personnes qui l'ont visitée, je pense qu'ils ont mis un beau gros rideau très rigide entre les deux sections. Oh! Fait que c'est une toilette genrée. Okay. Grâce à un rideau, tout le monde. Hey, on est safe. Un rideau, là, accordéon quand même. Là. Accordéon. Fait que là, les enfants qui ne s'identifient à aucun genre, ils vont dans le rideau. Sur dans le rideau. Parfait. Voilà. Oh yeah! Épisode 11, Judith Lucier. C'est vrai que dans Stat, on aborde plein d'enjeux, mais c'est vraiment
c'est sûr que ça émane de nos discussions à Marie-André et moi, mais c'est vraiment Marie-André Hey, moi, je suis pas bonne pour prendre du crédit. C'est pas très féministe, là. Non, mais parce que c'est vraiment son œuvre, puis c'est vraiment sa façon. En fait, elle m'apprend beaucoup à être une autre sorte de féministe parce qu'elle aborde les enjeux vraiment de manière moins frontale et... tu sais, c'est plus subtil, puis je pense qu'elle a réussi à ratisser plus large. En fait, je sais, elle réussit à ratisser plus large. Ben, le podcast Les Sorcières, ça rejoignait 50 personnes. Stat, ça rejoint 1,6 million de téléspectateurs. C'est ça, quand c'est plus mainstream, je pense que t'as comme pas le choix de le prendre par... par le côté, mais aussi, elle a un malin plaisir à faire ça. Des fois, elle me dit des affaires comme... Puis là, je me permets de le divulguer ici parce que c'est un podcast féministe. Mais des fois, elle me dit... On va les prendre par surprise. On va les prendre. S'ils nous voient trop venir, ça va. Fait que elle m'apprend vraiment à aborder les sujets d'une autre façon, de manière vraiment plus subtile et plus pernicieuse, je te dirais. Fait que c'est vraiment le fun. C'est une autre approche. Puis je pense que Marie-André est plus féministe que moi parce que elle aime vraiment moins les hommes que moi. Elle est vraiment de mauvaise foi. Non, elle est de très bonne foi. Moi, je la crois. Non, mais tu sais, genre hier, on lisait dans la presse qu'il y a... il y a eu 11 personnes qui ont donné leur rein, fait un don anonyme de rein. Elle me dit, c'est sûr, c'est toutes des femmes. Je veux pas un gars qui fait ça. Puis j'étais comme, là, peut-être, là. Tu sais, les gars sont pas tous... Moi, je suis team Marie-André, personnellement. Non, mais toi, il y a un gars dans la salle, t'as-tu donné ton rein? Oui, bon, tu vois, Marie-André a raison. Alors, les hommes qui écoutent Farouche, on l'a dit, ce sont les bons hommes. Oui, ils donnent des reins. Ce sont les bons hommes, ce sont ceux qui ont basculé du côté lumineux de la force. On ne le répétera jamais assez. On est très contente que tu sois là. Ils se sentent pas attaqués quand on dit OK, parfait. C'est plate à dire, mais comme des fois, on voit des filles, ils sont vraiment des super bonnes féministes, mais ils ont vraiment un hostie d'angle mort, puis ça s'appelle les beaux gars, là, tu sais. Puis des fois, ils sont comme... On est comme, mais voyons qu'elle est tombée dans le panneau de ce gars-là, ou que, tu sais, genre, elle va écouter tout ce que Louis-Jean Cormier dit, mais elle est un peu, là, il y a des bémols. OK, fait que, mettons, on va voir quelqu'un qui centre pas toute sa vie autour des hommes, c'est comment? Ça a l'air de fun, parle-nous-en. Oui, c'est le fun! Mais oui, pour de vrai, je pense que ça nous donne un regard critique, mais en même temps, c'est... Mais j'aimerais ça, je dis. Je comprends. Mais moi, j'ai personne à décevoir. J'ai pas de père, j'ai pas de chum, j'ai pas de fils, j'ai pas de frère, j'ai aucun homme dans ma vie pour de vrai. Je suis tellement jalouse en ce moment. Puis je veux dire, c'est sûr qu'il manque probablement une perspective. Tu sais, moi, je suis allée chercher la perspective des femmes défavorisées à l'Auberge Madeleine, mais il manque clairement une perspective masculine. Non, mais c'est ça. Ah, je sais pas. Je pense qu'elle est assez partout, la perspective masculine. Oui, des fois, tu sais, quand tu pitches un projet, moi, ça prendrait, me semble, la perspective masculine. Moi, à chaque fois que quelqu'un me dit ça, je suis comme... Ben non. Je pense qu'elle est déjà partout ailleurs. Ben toujours ça, puis le demandez-vous aux hommes. Oui, c'est ça. Il y a encore tellement de séries. Ça prendrait une perspective féminine, c'est ça? Non, jamais de la vie. Ah, ouais. Fait que tu sais... Ben bravo! Non, mais souvent, dans notre façon de catégoriser des génies, je trouve que on a le génie vraiment plus facile chez les hommes que chez les femmes. Puis je vois tellement de femmes talentueuses, puis qu'on est donc même pas pâmé autant sur elles que sur des gars en musique ou en télé. Je vois plein d'exemples. Je veux pas te nommer des noms parce que c'est indélicat, mais je trouve que... Emna, pour les gens qui nous écoutent à l'audio, Emna fait une face de « Come on, Judith, on veut des noms. » Non, mais j'ai dit Louis-Jean Cormier tantôt, c'était un peu une joke, mais pas, tu sais, je veux dire, pas tant dans le sens que, tu sais, c'est ce genre de gars-là. Mettons, pour moi, c'est un archétype de gars qu'on... C'est le bon gars, il est fin. Il est parfait, il est comme... Puis je suis comme, ben il y a tellement, tu sais, pendant qu'on capote sur Louis-Jean Cormier, ben il y a Mara Tremblay, tu sais, elle a fait sa petite affaire, on parle jamais d'elle parce que c'est pas, tu sais, c'est pas, mais tu sais, c'est pas... mais c'est pas un homme, c'est pas... Ben, tu sais, en ce moment, Lydia Kipinski versus Hubert Lenoir, là, puis je lance pas de shade à Hubert Lenoir, mais ça me fait rire à quel point Hubert est arrivé, on a fait « C'est un génie ». Lydia est un peu comme underground, mais Lydia, c'est aussi une fucking génie, puis ça va fucking bien ses affaires, mais t'es comme « Ah,
si... Pas autant qu'Hubert. Pas autant qu'Hubert, puis elle dérange pas autant parce que, ben, c'est quand même une femme cisgenre qui a l'air quand même d'une femme. Fait que, tu sais, elle dérange pas autant, mais t'es genre, c'est la même culture qui arrive, puis soudainement, Hubert, c'est un génie. Lydia, on sait pas. C'est ça, tu sais, puis c'est ça. Fait que, je sais pas si le fait d'être lesbienne puis d'être juste entourée de femmes, ça m'amène à être plus critique, moins aveugle, je sais pas, de ces affaires-là, mais... Mais c'est ça qui rend ça tough à être féministe et hétéro. Parce que plus on est féministe, plus on les haït. Mais c'est ça, mais dans le temps que je faisais les brutes avec Lily Boisvert, tu sais, j'étais comme... Puis je la voyais dater des gars, puis j'étais catastrophée pour elle. Pour le vrai, parce que ça avait vraiment l'air conflictuel pour quelqu'un qui est féministe de dater des gars. C'est tough avant de trouver le bon gars qui a pas de red flag, qui est pas... D'ailleurs, elle en parle dans son récit. Qui a pas de red flag parce qu'il a pas été socialisé comme un esti de king of the world à qui tout est dû. Fait que c'est ça, c'est complexe. Oui, puis je voulais juste plugger son récit, Match, qui est vraiment excellent, qui est disponible. Moi, je l'ai lu en livre audio. Ça fait pas de sens ce que je dis, mais c'est très bon. Justement, elle parle C'est vraiment bon. C'est vraiment un super récit pour comprendre le gaslighting, pour comprendre la manipulation. En fait, le dating hétéro. Oui, puis Lily, elle a vraiment analysé toutes les stratégies de comment on dit? De manipulation. De manipulation des pervers narcissiques, fait aussi en tout cas dans les relations amoureuses. Puis, tu sais, elle a rendu ça en récit, puis c'est tellement bien fait. Ça m'a fait vraiment de la peine de lire ça. Tu sais, ça m'a déchiré de... Ouais, voilà. Oh yeah! Épisode 12, Pascal Lévesque. Ben, je suis toujours fâchée. C'est un bon... Oui, ça part bien. Non, mais en fait, d'exprimer son féminisme dans la vie professionnelle de journaliste, là, je suis reporter, je suis pas chroniqueuse, je prends pas parti quand je fais mes reportages au Soleil, mais une bonne manière de le faire, c'est toujours de penser à être paritaire dans les intervenants que je vais chercher. La réalité, c'est que si la personne ne répond pas au téléphone, mais j'ai un deadline, ben je vais prendre la personne qui va répondre. Qui est là, mais c'est d'avoir ce souci-là dans la pratique aussi du métier. Puis c'est toujours d'avoir aussi en tête l'angle féministe dans la couverture d'un sujet parce qu'on y pense pas. C'est comme un angle mort autrement, mais tu sais, il y a un reportage qui va probablement sortir demain ou en fin de semaine sur une compagnie de... Là, de toute façon, c'est pas grave, ça va être passé. Fait que ça va être dans le Soleil, chercher mon nom, puis la compagnie Inodal. Bon, mais tu sais, je veux dire, j'ai posé la question, comment ça se répartit? Bien, 75% de femmes dans l'entreprise. C'est quand même... c'est pas tout le monde qui aurait nécessairement posé ces questions-là. Non, mais c'est important de le faire parce que, tu sais, mais supposons qu'on traite de sujets scientifiques, des gens qui œuvrent dans le génie ou dans la science de la microbiologie, ou etc. Ben, tu sais, de poser la question, puis que ce soit écrit dans le journal, puis que ça amène la personne à s'exprimer. Hey, c'est le fun cette année, on a eu plus de stagiaires femmes, c'est bon signe. On fait des contrats avec pas des contrats, mais on fait des ententes avec l'université. On essaie d'aller chercher le plus possible de talents féminins pour équilibrer nos équipes. Ben, de penser à poser la question, ça peut permettre de sortir cette information-là. Ou, si c'est pas le cas, puis ça n'existe pas, ben c'est de l'écrire, puis que ça sonne une cloche à quelqu'un, tu sais. Ma théorie sur les affaires épouvantables en humour... on veut savoir. On part. OK, on part. Tu sais, on n'en est pas sorti. Parce que là, maintenant, la phrase qu'on entend le plus souvent, c'est « on peut plus rien dire oui. ». Je me le suis fait tatouer sur le chien. Mais moi, là, ce que j'entends, puis là, ça revient à ma théorie, ce que j'entends quand quelqu'un dit « mais là, on peut plus rien dire », c'est « mais là, on peut plus rien dire sans se forcer ». Ouais, c'est ça. C'est un peu ça. C'est ça parce que c'était paresseux. Puis je pense que la paresse a beaucoup plus à voir avec le problème de sexisme, de racisme et de jokes faciles en humour que les personnes qui sont profondément
Problématique, ou misogyne ou problématique, justement. C'est vrai que c'est un bon facteur. Tu sais, comme la paresse intellectuelle, la paresse de ne pas vouloir faire des recherches avant d'écrire une blague, de pas... Ou une chronique. La paresse de ne pas penser à comment une personne de ce groupe qui est peut-être déjà marginalisée là, va répondre ou va ressentir. Ben, il y a aussi tout on peut plus rien dire sans se faire critiquer un peu. Là. Avant, le monde était comme « Hey, non, avant, c'est parce que je pouvais dire que... » J'aimais pas mon voisin noir, puis c'était correct, tu sais. Puis t'es comme, oui, mais maintenant, il peut répondre, tu sais. Maintenant, il y a les réseaux sociaux. Maintenant, tu peux te faire critiquer. Puis il y a quelque chose aussi dans... Les gens sont pas capables d'accepter la critique. Il y a quelque chose de très drôle là-dedans de... Tu peux continuer à dire. La preuve, tu l'as dit à TV. La seule affaire, c'est que ça se peut qu'il y a des filles avec des cheveux bleus qui écrivent « Ben là, j'étais pas contente de ce que t'as dit. » Mais c'est que je trouve que ça départage... je vais dire, tu sais, les bons humoristes, des mauvais humoristes. Puis pour moi, un bon humoriste, c'est quelqu'un qui sait pourquoi il est sur la scène. Puis essentiellement, vous vous rejoignez tous sur ça. C'est que vous voulez échanger avec le public. Il n'y a pas de quatrième mur. C'est un métier, c'est un art vivant, mais très, très vivant. Non seulement vous vous nourrissez des rires, mais vous devez prendre ce que le public vous donne, ce partage-là. C'est le kombucha des arts vivants. Non, mais exactement. Non, mais je veux dire, c'est une super belle métaphore. C'est qui le champignon? Mais bref, tu sais, quand on a cette ouverture-là, on est capable de s'ouvrir à la critique. Puis quand on est fermé, mais ça montre que tu es là pour faire ton show puis briller. Puis ça, c'est une mauvaise utilisation du micro, je trouve. Oh yeah! Épisode spécial FTQ, Marie-Ève Boyer. Je pense que les valeurs principales du syndicat, puis les gens ont tendance à l'oublier, c'est que ce sont les membres qui font le syndicat. Donc, s'il n'y a pas des membres qui lèvent la main pour dire « Ok, je vais m'en occuper. Je vais m'occuper de défendre les droits de mes collègues, des membres, que ce soit au niveau local, au niveau provincial, fédéral. » On a besoin, en fait, d'avoir des gens qui s'unissent, se solidarisent. Et ce qui crée, en fait, ce contre-pouvoir, c'est cette solidarité. Donc, la fédération, qui est la FTQ, c'est ce que ça représente. C'est vraiment le fait que plusieurs syndicats affiliés se mettent ensemble pour créer un contre-pouvoir. Pourquoi? Parce que cette fédération-là, elle a les moyens, supportés par l'ensemble de ses membres, c'est quand même 600 000 membres là, à travers le Québec, de travailleuses et de travailleurs, qui vont donner ce pouvoir-là, parce que dans un monde capitaliste, c'est l'argent, le nerf de la guerre. Ah oui? Donc, ils vont donner suffisamment de cotisations pour que nous, on puisse ensuite, en tant que fédération, donner du service en recherche, en éducation, en santé et sécurité. Donc, vraiment, dans l'ensemble des paramètres qui concernent le travail, mais aussi de faire découler tout ça dans la société. Parce que c'est pas vrai qu'on travaille uniquement à la défense des droits de nos membres. Vu qu'on est un contre-pouvoir, il faut qu'au niveau législatif, ça suive aussi pour l'ensemble des travailleuses et des travailleurs. Donc, on a tous des gens dans nos familles, dans nos amis, dans nos connaissances, qui ne sont pas syndiqués et qui méritent, autant que les travailleurs syndiqués, d'avoir des bonnes conditions de vie et d'avoir des conditions de vie décentes. Très bien dit, wow! La FTQ a décidé, lors d'un de ses congrès, je pense que ça remonte à 20 ans maintenant, dans les 20 ans déjà, ouais, oui. De créer 3 postes qui sont réservés aux femmes au bureau de direction de la FTQ, parce que justement, les femmes ont considéré que il fallait absolument avoir un point de vue de la condition féminine au bureau de direction pour ne pas que ça continue à être un boys club ad vitam aeternam. Tabarouette! Serait-ce de la discrimination positive? Un quota, c'est les mots qui font si peur en 2024? T'es-tu en train de me dire que ça fonctionne? Je pense qu'on en a besoin de certaines mesures structurantes qui imposent, en fait, la parité. Et ce que j'ai vu, par exemple, en allant à la Conférence mondiale des femmes de l'ONU, c'est que dans beaucoup de pays, il y a des forces féminines qui essaient de mettre la parité dans l'ensemble des gouvernements. Puis c'est pas évident. Au Québec, on a quand même eu une progression. Donc, on est passé, je pense, il y a 10 ans, à peu près, même pas 20%
de femmes parlementaires. Aujourd'hui, on est rendu à presque 47%. Donc, il y a quand même une progression, puis cette parité-là... Grâce à des lois aussi qui ont été mises en Exactement, place. c'est pour ça que les mesures structurantes sont nécessaires, parce que si on n'impose pas quelque chose, ça n'arrivera jamais de la bonne volonté. La bonne volonté, on a beau dire que oui, bien sûr, on va supplier, mais ça ne marchera jamais. Donc, il faut absolument obliger, parfois, par des mesures structurantes, à imposer la place, parce qu'il faut qu'on ait une place et qu'on ait une voix. Donc, on fait quand même partie de la moitié de la population. Donc, de nos invisibilités réellement, comme ça, je pense qu'il faut que ça s'arrête. Donc, la parité est quelque chose là, d'essentiel. Puis la diversité aussi. Oh yeah! C'est ce qui conclut ce super épisode avec le best-of de nos invités au fil de la saison 1 de Farouche. On espère que vous avez aimé ça. Et on rappelle que c'est le deuxième épisode d'une lignée de 3, une très grande lignée. On a déjà sorti un épisode best-of des bulletins de nouvelles au fil du temps. Et là, dans pas très longtemps, on va sortir aussi un épisode best-of de notre rubrique « Ça a mal vieilli » que vous aimez tant. Et si jamais vous voulez vous abonner à notre Patreon pour nous pitcher de l'argent, parce qu'on aime ça, se faire pitcher de l'argent en général, vous pouvez toujours le faire. On va juste conseiller, par exemple, aux gens qui sont sur Apple, attention, ne pas donnez-nous pas via Patreon sur Apple Store, parce que Patreon va garder une partie de plus parce que Apple Store prend de l'argent. Donc, si vous voulez nous donner 100% de votre don Patreon, puis ça serait bien apprécié, faites-le, s'il vous plaît, via le web au patreon.com. Je pense que c'est /farouche ou en tout cas, si vous cherchez Farouche dans l'onglet de recherche sur le site de Patreon directement, ça permettrait de verser votre don à 100% à vos créatrices préférées. Et le jeudi 10 octobre, on vous invite à notre lancement au pub La Cale Zéro Déchet où on va vous montrer une nouvelle image de marque. On va avoir des invités encore plus fantastiques qu'il y a tout le temps. Et là, on va être un jeudi parce que on va faire un karaoké après. La gang, on loue la place. On loue le pub la Zéro Déchet. Il n'y aura pas d'autres clients que vous autres, les Farouches. De 6 heures au moment où les portes s'ouvrent jusqu'au karaoké. Bien, au karaoké, on va laisser les gens rentrer parce que c'est sympathique. On est gentils. On est gentils de même. Mais ça va être un gros happening, les chums. Je pense pas que vous voulez manquer ça. Ça va lancer en force cette deuxième saison de podcast féministo-politique. Ça va être vraiment cool. Oui, et vous pouvez acheter vos billets probablement dès maintenant sur dans la bio, sur nos réseaux sociaux. Vous êtes débrouillards, vous allez trouver ça. Ben oui. Fait que à très bientôt. Il nous reste un épisode de même à faire. Best-of de Ça a mal vieilli. Ratez pas ça.